on va débattre autour de deux sujets. Je vous propose de démarrer tout de suite avec ce fameux variant Omicron. Doit-on fermer les frontières françaises ? Quelques explications en images. La 5e vague est déjà bien installée en France et voilà qu'un nouveau variant pointe son nez. Baptisé Omicron, on ne sait pas encore grand-chose sur lui. Une chose est sûre, ces multiples mutations laissent craindre un virus plus contagieux et surtout plus dangereux que le variant Delta, qui pourrait peut-être même résister au vaccin. Venu d'Afrique du Sud, ce variant a précipité le monde dans l'angoisse et poussé l'ensemble des pays à des mesures pour éviter son arrivée sur ces terres. Ainsi, les autorités françaises ont décidé de fermer les frontières temporairement avec plusieurs pays d'Afrique australe, dont l'Afrique du Sud. Mais n'est-ce pas déjà trop tard ? Encore davantage quand le ministre de la Santé lui-même annonce que le variant est probablement déjà arrivé en France. Alors, face à la Covid qui n'est pas prête à rendre l'âme, doit-on fermer l'ensemble de nos frontières durant l'épidémie ? On en parle ce soir dans Bonsoir le Gard. Et pour ce débat, on va débuter bien évidemment avec notre nouvelle sociétaire, Claire Starosinski. Quelle est votre position sur le sujet par rapport à ce nouveau variant, Claire ? Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce qu'il faut fermer immédiatement les frontières, alors peut-être pas françaises, mais en tout cas au moins européennes ? Alors, moi, je suis pas partagée du tout, puisque j'ai eu 2 fois le Covid. Je l'ai eu une fois non vaccinée et une fois vaccinée. Je l'ai vécu comme beaucoup de gens, c'est-à-dire sans aucune complication. Mais concernant l'Omicron, il y a déjà 13 personnes en France qui sont isolées. Je crois qu'il faut au moins dans un premier temps être prudent, peut-être fermer les frontières le temps qu'on sache exactement de quoi il s'agit, la contagiosité et surtout la dangerosité de ce nouveau virus et surtout de cette nouvelle souche. Voilà, donc je pense que dans un premier temps, il faudrait fermer, mais je ne pense pas que sur un plan économique, ce soit vraiment réalisable de fermer plus de 15 jours, 3 semaines, parce que sinon, tout un pan de l'économie va s'effondrer. Pour moi, c'est impensable. Est-ce que c'est responsable de continuer à faire rentrer des gens dans le pays qui arrivent de pays, notamment par exemple l'Afrique du Sud, où ce variant est quand même extrêmement présent? Est-ce qu'on ne prend pas le risque pour la population? Parce qu'après, derrière, c'est quoi les solutions? On fait comment? Oui, voilà. Donc, de toute façon, les vols ont été suspendus avec l'Afrique du Sud. On en a 13 personnes actuellement qui sont en isolement. Et moi, je pense qu'une période, effectivement, de fermeture mais pas une période de fermeture pendant 2 ou 3 mois, ça ne serait pas possible. Mais une période préventive de fermeture. Après, moi, je ne suis pas médecin, mais au moins que les médecins, les biologistes aient le temps de l'étudier et de savoir s'il est dangereux, s'il ne l'est pas, comment il se comporte. Olivier, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce qu'il n'est pas temps, maintenant, de prendre de vraies mesures pour s'éviter, effectivement, qu'on se retrouve dans ces situations ? Je pense qu'il est temps d'appliquer les vraies mesures. Pour ceux qui voyagent, pour avoir fréquenté ces derniers mois des aéroports, lorsqu'on voyage à l'étranger, on est contrôlé systématiquement. En France, c'est pas fait. Donc il faut appliquer les vraies mesures. Il faut arrêter avec les déclarations d'intention et appliquer les vraies mesures. Comment ça, c'est pas fait en France ? Non, c'est pas fait en France. Quand on rentre en France, il faut avoir un pass sanitaire, un test, non ? Pas pour tous les pays. Non, c'est pas pour tous les pays. C'est vrai. C'est pas pour tous les pays et on l'exige pas. Il y a des pays où c'est vraiment non seulement le pass sanitaire, mais en plus on les contrôle véritablement. Il faut le test PCR même si tu as le pass sanitaire, oui. Donc il faut vraiment... Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est... Je pense que fermer les frontières, c'est une fausse bonne mesure. D'ailleurs, pas pour rien que Marine Le Pen l'avait proposé en son temps, la première en mars 2020. Aujourd'hui, comme par hasard, c'est repris par ses principaux opposants. C'est quand même curieux, mais c'est pas pour autant que c'est une mesure intelligente. Je trouve que fermer les frontières, c'est une mesure... C'est inapproprié, une mesure anti-économique. Alors on est sûr par contre en fermant les frontières de couper la vie. Ça on est sûr de couper la vie. La vie économique ne circulera plus, la vie de tous les jours ne circulera plus pour préserver une hypothétique potentielle augmentation du taux de la mortalité. Aujourd'hui, on ne sait pas le mesurer. Je crois que plus globalement... On en fait trop, Olivier ? C'est un peu ce que vous essayez de nous dire ce soir ? Moi, je crois que plus globalement, c'est notre rapport au risque qu'il faut revoir des sociétés occidentales, pas que des Français. Notre rapport à l'évaluation du risque, notre rapport à l'acceptation du risque. Puis je profite, c'est pour ça que je parlais des frontières européennes. Hein. Ouais, puis je profite d'avoir Claire en face de moi, notre rapport aussi face à la mort. Voilà, ça rejoint aussi notre débat qu'on aura peut-être un jour, Claire, sur ce plateau pour la tauromachie. Mais c'était facile de le faire dès ce soir. Mais c'est un rapport, il faut qu'on ait un rapport au risque. Quel risque le risque zéro n'existe pas. Quel est le niveau de risque acceptable? Quelle est la mortalité acceptable? Avant de redonner la parole à Claire, un mot peut-être de notre invité Thierry Procida. Oui. Quel est votre point de vue là sur le sujet? Je crois qu'il y a une véritable panique mondiale aujourd'hui, mais il n'y a aucune certitude.
Claire tout à l'heure disait les 4 points notamment qui aujourd'hui interrogent les Français, c'est est-ce que la transmissibilité est importante, quelle tranche d'âge, est-ce que ce vaccin, est-ce que le vaccin va couvrir ce nouveau variant, est-il dangereux? Parce qu'aujourd'hui il faut être vigilant mais pas hystérique. Je crois qu'il faut laisser le temps. Déjà, il y a plusieurs exemples qui ont été faits, notamment dans l'Afrique du Sud. Il est très contagieux. S'il provoque plus de morts, est-ce qu'on ne va pas reprocher à l'État, au gouvernement, de ne pas avoir pris les mesures d'anticipation? C'est ça aussi la question, Claire. Mais alors, au-delà, moi, des frontières, je veux aller quand même beaucoup plus au fond du problème. Tout à l'heure, Olivier parlait du rapport à la mort. Non, ça n'a rien à voir. C'est le rapport aux animaux qui est important. Parce que là, depuis 2 ans, on fait quoi? On est en train de soigner les conséquences. Mais la cause, elle est où? 60% des maladies infectieuses émergentes actuellement sont des zoonoses, c'est-à-dire que ça provient des animaux. Et 70% proviennent des animaux sauvages. J'ai signé aujourd'hui dans le Nouvel Observateur avec d'autres ONG de protection animale une tribune qui demande au gouvernement, puisqu'on va signer bientôt un traité avec l'OMS, et on demande au gouvernement un moratoire sur l'élevage intensif, car tout le monde sait que dans les grands hangars où des vaches, des veaux, des ovins et des porcs ne sortent pas, on sait très bien que tous ces animaux-là, il y a des pathogènes qui existent. Tout ça se multiplie. Les vaches sont antibiotiquées à mort. Elles sont vaccinées aussi. Et tout ça, ça produit des pathogènes. Bien sûr. Et il y a aussi le commerce... Lors de la première crise, en mars 2020 déjà, sur notre plateau, nous l'expliquait. Voilà, donc il faut réfléchir, il faut surtout réfléchir à ça. Or, curieusement, personne ne parle de ça. La déforestation... Oui, mais là, aujourd'hui, on ne réglera pas le problème. Non, mais on est d'accord. Mais puisqu'on y est... Mais alors, puisqu'on y est, moi je pense que chacun à son petit niveau, on peut faire. On peut faire déjà en faisant reculer ça et surtout, tout ça, ça passe par l'assiette. Ça, c'est du préventif. Oui. Aujourd'hui, comment on paye mais aujourd'hui, là, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est pas mal déjà que les cas contacts sont désormais isolés, même vaccinés. C'est déjà une première mesure importante. Après, le souci sur la fermeture des frontières européennes, pour répondre à la question d'Adèle, c'est que le virus, ce variant, il est déjà en Europe, il est en Allemagne. Oui, on en a 13 chez nous. En France. On en a 13 chez nous, à l'isolement, actuellement. Fermer les frontières aujourd'hui, je pense que c'est un faux débat. Est-ce qu'il faudrait plutôt pas se remettre les gestes barrières, donc comme un peu Olivier Véran l'a dit, et puis surtout faire cette 3e dose, parce qu'il n'y a que 10 millions pour l'instant de Français qui ont cette 3e dose. Est-ce que l'État aussi n'aurait pas pu anticiper, parce que là on parle de 5e vague, mais il y en a eu donc du coup plusieurs successives avant, se dire il faut vraiment vivre avec le virus, et vivre avec le virus, ça veut dire certainement se faire vacciner tous les ans, ou mettre au point un traitement. Je crois que les Français ont intégré complètement qu'il fallait vivre avec ce virus et pour longtemps. Après, il y a une question qui est soulevée également, du coup qui va dans le sens de Coralie, c'est que finalement ces variants ils arrivent aussi parce que peut-être qu'il y a des pays aussi dans le monde qui aujourd'hui n'ont pas accès à la vaccination et que ça va continuer à évoluer. Et qui mutent, et que le virus mute. Tout à l'heure tu évoquais les contrôles, mais il y a un avion qui arrivait de l'Afrique du Sud avec 61, qui est arrivé aux Pays-Bas avec 61 cas. Mais comment on n'est pas contrôlé au départ de ces pays? 61 cas dans l'avion, on a beau contrôler ils ont passé 6 heures dans l'avion sans protection, sans masque. Aujourd'hui, c'est pas tenable. Puis même au-delà de l'Afrique du Sud, il n'y a pas de contrôle. Il y a la Réunion, il y a Mayotte, il y a des départements en Afrique australe qui sont français. Bien sûr. Excusez-moi ce parallèle un peu facile, mais on parle de maintenir un virus hors des frontières, alors que le sujet qui anime l'actualité aujourd'hui, c'est l'immigration illégale aussi, avec Calais, etc. Donc on n'est pas capable de retenir des migrants comme on veut être capable de retenir un virus. Non mais c'est vrai. Les migrants, on le voit, le virus, on ne le voit pas. Enfin, pour passer les fêtes. Oui. Faites-vous vacciner la 3e dose. Vraiment. Merci en tout cas pour ce débat. Je vous propose d'enchaîner avec le deuxième après la découverte d'une dizaine d'animaux morts dans un refuge du côté de Lunel. On se pose la question ce soir sur le contrôle de ces établissements. Quelques explications en images. Après la découverte d'une dizaine d'animaux morts dans un refuge de Lunel, les associations de protection des animaux sont en colère. Visite des forces de gendarmerie, plaintes, mise à l'abri des animaux, les actions ont été nombreuses pour éviter une récidive. Mais s'agit-il là d'un acte isolé ou d'une maltraitance régulière? Ces refuges pour animaux de compagnie sont pourtant soumis à déclaration auprès de l'État. Et depuis le 1er janvier 2018, ils doivent aussi respecter des règles sanitaires et de protection animale, notamment une surface minimale dédiée pour chacun des animaux accueillis, ainsi que des obligations quant à leurs locaux, l'installation et équipement des établissements.
Les visites d'inspection des services vétérinaires sont-elles suffisantes? Comment mieux contrôler ces centres souvent débordés par l'accueil des animaux abandonnés et qui souffrent d'un manque de bénévoles? On en parle ce soir dans Bonsoir le Gard. Alors volontairement, on va pas démarrer avec Claire, je vais plutôt démarrer avec Olivier Jalaguier. Olivier, quelle est votre position sur le sujet? Alors, on l'a bien expliqué, hein, bien évidemment, à travers les images, à travers le petit reportage que nous avons fait cet après-midi, que c'est probablement aussi peut-être des cas isolés. Il ne faut pas non plus dire que dans tous les refuges des animaux, ça se passe comme ça. Mais est-ce que ça manque de contrôle quand même? Moi, je veux les abattoirs, hein, parce que voilà, après, c'est pas la même chose, hein, mais on peut se poser quelques questions désormais. Je pense que Claire a un avis très avisé sur le sujet en question et elle va s'exprimer dessus. Moi, pour ma part, je m'exprimerai plus sur la maltraitance animale en général. Le président Macron, d'ailleurs, a fait une intervention récemment qui m'a agréablement surpris. Il a eu une très belle intervention là-dessus. Alors, encore une fois, il faut sortir des déclarations d'intention, après, il faut aller au-delà. Il y a une loi quand même. Il y a une loi, il y a des moyens qui sont donnés. Il y a la maltraitance, je suis assez surpris, dans les cirques, etc. On a eu l'occasion d'en parler ici. Positivement surpris. En revanche, plus généralement, je trouve que le sujet de la maltraitance animale est un vrai sujet de société aujourd'hui. Et on constate qu'il y a de plus en plus de gens qui considèrent que les animaux de compagnie sont des produits de consommation. On les achète comme on achète un objet de mode, et puis quand il ne plaît plus, on le remet en service. Donc on le remet en service soit sur le bord de l'autoroute, soit sur le bon coin, quand on remet en vente son vieux piano parce qu'il sonne mal. Sauf que pour l'animal, le chat ou le chien en question, c'est toujours le mauvais coin, quoi. Il se retrouve toujours sur le carreau. Et ça, c'est un petit peu scandaleux. C'est un problème d'éducation, je pense, parce que ça n'existait pas avant même. Si on dit oui, parce que les langues se délient, non, les langues ne se délient pas sur les animaux, ça a toujours existé. Je pense qu'il y a un vrai problème de société actuelle. Probablement. Mais sur les refuges quand même, parce que là, il s'est passé quelque chose, hein, même si ce n'est pas dans le département du Gard que c'est à Lunel, c'est quand même en très grande proximité avec notre département. Il y a une question autour des professionnels aussi, hein, qui tiennent ces refuges. Hein. Aujourd'hui, ils ne font pas le job, hein. Semble-t-il, en tout cas celui au moins du côté de Lunel, peut considérer que c'est compliqué. Hein. Après, moi je ne connais pas le cas précis de Lunel, mais quand il y a un débordement quelque part, forcément il y a un business qui se crée, et quand un business se crée, il n'y a pas forcément que des gens qui sont très honnêtes et qui viennent le pratiquer, honnêtes et professionnels. Thierry Procida, quel est votre point de vue là-dessus? Est-ce que vous êtes déjà allé dans un refuge pour animaux, pour acheter un animal? Oui. J'y suis allé pour acheter un chat, oui. Écoutez, moi je crois qu'il faut absolument aujourd'hui de contrôle. Il existe des refuges par contre qui œuvrent pour le bien animal. Bien sûr. Il me semble, pour notre éthique, de plus se retourner vers eux, on évoquait tout à l'heure la loi de l'animalerie. Bon, aujourd'hui, je trouve que c'est scandaleux de mettre un chien et un chat dans une vitrine, ce ne sont pas des objets, quoi. Donc je crois qu'il faut absolument que ces refuges existent. Ils font un bien-être pour l'animal. Après, il faut un contrôle, c'est clair. Claire, quelle est votre position sur le sujet? Vous m'avez adressé un communiqué en fin de semaine dernière concernant Lunel, en tant que présidente de l'Alliance Anticorrida, bien évidemment. Et on sait bien évidemment que ces sujets-là sont des sujets qui vous mettent très en colère. Disons que j'ai créé cette association à Nîmes il y a 27 ans et l'Alliance Anticorrida, même si elle porte le nom d'Alliance Anticorrida, l'objet social de l'Alliance Anticorrida, c'est de défendre le droit et le respect à la vie de tous les animaux. Donc c'est pour ça qu'on peut se porter partie civile en ce qui concerne les affaires d'abattoir. On l'avait fait il y a quelques années contre des jeunes qui avaient joué avec un chat à Vauvert comme un ballon de foot, etc. Et puis quelqu'un d'autre qui avait tué son Yorkshire à coups de poing contre un mur. Bon, bref. Sur le refuge des animaux, qui est notre sujet ce soir. Là, il faut quand même, j'apporte une précision. C'est quelque chose, c'est pas du jamais vu, mais presque. C'est quelqu'un qui avait ce refuge, qui n'était pas déclaré. Un refuge non déclaré. Un refuge déclaré nulle part. Parce qu'il y a une obligation de nulle part, avec des bénévoles qui venaient. Alors, le directeur de cabinet aujourd'hui de la mairie de
Lunel m'a dit qu'il y avait 80 bénévoles. J'ai dit, écoutez, messieurs, permettez-moi d'en douter, parce que 80 bénévoles pour un refuge, c'est énorme. Et en fait, il y avait deux petites jeunes filles, des bénévoles adorables, que j'ai eues au bout du fil, qui avaient les clés du portail et qui venaient s'occuper des animaux, les sortir et les nourrir, comme on fait généralement dans un refuge. Et une d'entre elles est arrivée avec son mari, et elle lui a dit, écoute, c'est bizarre, il y a des ossements, là, regarde. Et il y avait la porte d'un hangar, ils ont poussé cette porte, et là, ils ont vu des animaux, une vingtaine d'animaux en état de décomposition, ou même il y avait des os, des ossements par terre, avec son collier, et elle était dans un état de décomposition avancée. C'est-à-dire que sans eau, sans eau, ni nourriture. On est scandalisé, bien évidemment, et il n'y a pas de débat comme le dit. Et le gars a été dépassé. Mais ce qui nous intéresse ce soir, Claire, j'entends bien évidemment le témoignage de ce que vous avez vécu ces derniers jours, mais ce qui nous importe, c'est de savoir si votre point de vue, c'est qu'aujourd'hui, les refuges des animaux doivent être mieux contrôlés. C'est ça qu'on a envie de vous demander. Et bien évidemment, pas à travers qu'un cas isolé. Est-ce que vous avez d'autres exemples qui vous font dire qu'il est peut-être nécessaire qu'il y ait plus de contrôle? Alors, certains refuges reçoivent des subventions des municipalités ou des conseils généraux. Donc, il y a l'obligation de contrôle. Bon, là, la mairie de Lunel avait fait une dotation de 3 900 € en matériel, en ciment, en kéron, pour construire des chenils, m'a dit le directeur de cabinet. Or, le refuge n'était même pas... il n'y avait pas de déclaration, quoi. Il n'y avait pas d'association. Nous, on est inscrit au journal officiel. Donc la mairie a tissé une relation de confiance. Voilà, a tissé une relation de confiance. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le milieu de la protection animale, et comme quasiment partout, mais plus dans la protection animale, c'est une affaire de personnes. C'est des personnes entre elles. C'est une petite société. On se connaît tous entre nous. Et je peux vous dire que les refuges animes, que ce soit Bellegarde, que ce soit Au Bonheur des Quatre Pattes, la SPA des Murailles, ce sont des refuges où jamais on penserait trouver quelque chose de ce genre-là. Donc c'est isolé. Est-ce que l'État contrôle? Alors, les contrôles se font par des vétérinaires, Normalement, il faudrait que la DDPP, la Direction départementale des populations, contrôle. Mais par exemple, là, moi, j'ai eu une histoire de tortue il n'y a pas longtemps. J'ai écrit, même en tant qu'association de protection animale, on ne m'a pas répondu. Donc, les gens font n'importe quoi avec les animaux, n'importe quoi, et ils continuent. Et là, je parle de particuliers. Et peut-être qu'il n'y a pas assez de moyens aussi pour mais faire il y a pas ces de moyens. contrôles. Olivier, vous vouliez rajouter quelque chose? Juste une dernière chose, c'est que il y a des délégués à la protection animale dans certaines villes, par exemple à Nice, d'ailleurs à Lunel il y en a une, et moi ce qui me gêne, c'est qu'à Nîmes, est-il normal que moi, association de protection animale, je sois contactée tout le temps, très sollicité par des particuliers qui me disent on va taper aux portes des associations, on veut faire stériliser des chats, on a des chats sauvages, il y a une prolifération galopante, on peut rien. Il y a des opérations quand même, non, de stérilisation à Nîmes. C'est nous qui payons, c'est l'Alliance Anticorrida qui paye, nous réglons le vétérinaire, le docteur Brochot. Et quand vous êtes allé voir ce refuge-là avec ces animaux dans cet état, vous avez dit quoi? On vous a répondu quoi? Moi je n'ai pas vu ce refuge, c'était à Lunel, c'est la bénévole qui a déposé plainte, que j'ai eu au téléphone et qui m'a tout expliqué. Olivier, vous vouliez dire un dernier mot, mais on clôture le débat. On parlait tout à l'heure du Covid, et je pense j'ai vu pas mal de reportages et d'histoires là-dessus, pas qu'en France, dans des pays où des jeunes travaillent avec des éléphants, par exemple, et ils n'ont plus de touristes, donc le pays est fermé, il n'y a plus de touristes, ils ont leurs éléphants, il faut les nourrir, ça bouffe beaucoup un éléphant, et ils n'ont plus les moyens de nourrir leurs éléphants. Alors, il y en a qui se saignent des 80 pour nourrir les éléphants, et puis il y en a d'autres qui laissent crever les éléphants. Alors, ça n'excuse rien, ça n'excuse pas du tout la maltraitance, ce que je dis là, mais il faut comprendre le phénomène, c'est peut-être un phénomène c'est peut-être une des situations générées par les dégâts économiques liés au Covid qui créent ce genre de situation. Je ne pense pas, puisque par exemple la manade Vassas, les 200 taureaux qui avaient été trouvés à l'état de cadavre, et là encore c'est l'Alliance Anticorrida et l'œuvre d'assistance aux abattoirs, qui nous avons fait sortir les animaux et nous les avons emmenés à la manade Lescaut, où Frédéric Lescaut nous a pris 8 000 € tous les mois.